Je me présente, Jean-Claude Duquesnoy, nom patronymique signifiant homme qui habite à l'orée d'une forêt de chênes. Vous comprendrez qu'avec un nom pareil, je sois un adepte de la sylvothérapie. Je parle aux arbres. Les arbres sont des êtres inspirants. Alors inspirez, avant d'expirer. Prenez le temps d'humer comme on prend le temps d'aimer. Sonnez le rassemblement des petits gars de la narine, des anciens de l'aéronasal, croyez-y dur comme flair, et demain, votre jardin secret se transformera en jardin botanique. C'est ce qui est écrit dans le livre. La méthode est d'une simplicité élémentaire. Adossez-vous à un arbre, posez la main droite sur l'arrière du tronc, la main gauche sur le sternum, transposez l'énergie de la main droite vers la main gauche, puis vers le plexus scolaire. Croyez-y dur comme flair, et demain, vous sentirez apaisé, reposé et totalement régénéré. Oui. J'ai un ami qui bosse à la mairie, il a essayé. Depuis qu'il a remplacé ses 8 heures de boulot par 8 heures de promenade dans le parc municipal, il est inspiré, reposé, totalement régénéré. Ça marche! J'ai décidé de faire la même chose. J'ai abandonné mes médicaments et médecins pour une balade dans la forêt derrière chez moi. Et c'est là que je me suis aperçu à quel point on était tous interdépendants. L'écureuil du noisetier, le panda de l'eucalyptus, le canard du chêne. Tous! Au début, j'avais de la difficulté à communiquer. Je ne parlais pas la langue de bois. Aujourd'hui, j'ai appris à communiquer tellement bien que je les appelle par leur prénom. Lila, Olivier. À l'entrée de la forêt, il y a Jean-Luc, le hêtre rouge, le créateur du tronc populaire. En face, il y a Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen, créateur du tronc national. Ah, lui, il aime que le pain blanc, hein. Il ne supporte pas les érables. Il dit des érables, t'en mets un, t'en mets deux, t'en mets trois, après t'es envahi. C'est à cause des érables qu'on n'a plus de boulot. Et puis au milieu de la forêt, il y a le grand chêne. Celui qui se fait appeler le grand chêne, le président. Il est repérable, il est entouré de glands. À chaque fois, il est en bisbille avec Jean-Marie Le Pen. Du boulot, du boulot. Mais t'as qu'à traverser la forêt, t'en auras du boulot. Ce à quoi le hêtre rouge n'arrêtait pas de répliquer. Rappelle-toi ce que disait Yves Duteil, ce petit pont de bois qu'on traversait la guerre pour passer la rivière tout près de la maison, ce petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et des piquets tout droit, ce petit pont de bois était un pont d'érable. Ce que j'aime bien dans la forêt, c'est des rencontres bizarres. Un matin, je me suis retrouvé avec un gars que je connaissais, il était neurasthénique, il voulait se pendre à un noyer. Je lui ai dit, c'est pas possible, se pendre à un noyer. Il a insisté. Le noyer sans plier ni ployer s'employait à tenir au perché le pendu qui pesait. Ce qui devait arriver arriva. La branche cassa et le pendu alla se faire pendre ailleurs. Brassens l'avait dit, la pendaison papa, ça ne se commande pas. Tout s'est gâché quand des arbres extérieurs sont venus s'installer dans la clairière. Un cyprès rouge venu d'Amérique, un araucaria venu du Chili, un cèdre venu du Liban, un ilex rugosa, nom scientifique du hou japonais, un bambou venu d'Afrique. Immédiatement, Jean-Marie a réagi. Mais qui c'est ça? Mais qui c'est cela? Ilex rugosa, c'est pas un nom de chez nous, ça. On est chez nous. Dans la foulée, le hou se met lui aussi à hurler. On veut pas de ce bambou-là, on veut pas de ce... Le hou vert fut bientôt suivi par le hou blond. Bon, je voudrais dire du mal d'aucun arbre, mais très honnêtement, quand tu regardes le hou blond, tu vois qu'il n'est pas sorti de la caisse de Jupiler. Ah non, tu le regardes. Autour de lui, il y a que des cônes. Hein. Et entre cône et cône, il y en a juste un qui a un peu plus de haine. Immédiatement, tous les autres arbres les ont suivis. Ils vont voir de quel bois on s'échauffe. On va les avoir à coups de bâton. Chouette, fait Jean-Marie, une bâtonnade, ça va me rappeler ma jeunesse. Balance-leur des châtaignes, balance-leur des marrons, balance-leur des glands. Pas question, dit le grand chêne, je ne balancerai pas mes glands. Eh ben tant pis, ce sera un combat sanglant.
Le premier à faire les frais de la bagarre fut le cèdre. Il y a une semaine, il était au Liban, maintenant il est à la Syrie. Et croyez-moi, il n'y avait pas grand monde à son déterrement. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, chez les arbres, les habitudes sont différentes. C'est quand les arbres sont morts qu'on les déterre. Quand les forces de l'ordre sont arrivées, personne n'a branché. Les feuillus se sont résignés, le saule s'est mis à pleurer, et d'autres arbres se sont un peu pliés. C'est suite à cette rencontre qu'un jour, un grand poète anglais, Rudyard Kipling, a écrit un poème que j'ai tenté d'adapter pour la circonstance. Si tu peux fréquenter l'oranger du Mexique, le charme japonais, le cyprès du Bhoutan, aimer apprécier les arbres exotiques et vivre avec des chênes sans devenir un gland, si tu peux chaque jour t'arrêter un instant, retrouver tes racines, prendre confiance en toi et garder le silence si tu crains que le vent n'emporte tes paroles à un mauvais endroit, si tu peux te sentir parfaitement à l'aise dans un jardin public, au cœur d'une forêt, vivre avec un sapin sans créer un malaise, ou seul, en bord de mer, dans un abri côtier, si tu peux protéger les arbres et les plantes, qui qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, avec le même élan, écouter les tilleuls, même si les tilleuls mentent, et ne pas opposer droit du saule, droit du champ. Si tu peux apprécier le savonnier de Chine, le pistachier lentiste ou le micoucoulier, et reprendre à ton compte ce mot de Lamartine, un seul être vous manque, tout est dépeuplié, tu seras un homme, mon fils. Depuis le Moyen-Âge, magasins et boutiques étaient tous équipés d'une signalétique, une enseigne, permettant d'être identifiés par une population très souvent illettrée. Pour cause d'accident, l'enseigne suspendue a peu à peu quitté le pavé de nos rues pour être remplacée par un panneau de bois indiquant une mercerie, une pâtisserie, un restaurant, une boucherie, un salon de coiffure, et l'on pouvait lire dessus la devanture « coiffeur ». Simple, clair, mais beaucoup trop sommaire. Depuis qu'il est devenu artiste capillaire, le Merlan ne se sent plus. Il lui faut une vitrine digne de son statut. Alors il s'est créé une superbe enseigne, les outils du coiffeur, des ciseaux, un peigne. Au centre, un jeu de mots très approximatif, un jeu de mots pourri tout autour du motif. Ils y sont tous. Séductifs, intuitifs, attentifs, attractifs, affirmatif, imaginatif, ainsi soit-il, c'est près de l'église. Exhaustif, laxatif, sans oublier l'incontournable diminutif. Certains ont même osé le ser au positif. Si en français le mieux c'est le tif, en anglais le best-seller. Ils y sont tous également, le populaire, le sanctuaire, le tweet-air, la chambre à air. À l'aéroport, c'est Air France, ou bien c'est Ryanair. Si vraiment t'es pressé, tu vas chez Axel Air. Air comme Rimbaud, c'est pour les littéraires, tout comme le Baudelaire, ou bien l'Apollinaire. À Bègle, t'as pas le choix, c'est le Noël ma mère. Si t'es très extrémiste, c'est le Adolf Hitler. Des pertes de mémoire passagères, le salon Alzheimer. Le bigoudi baladeur, c'est le Gérard Miller. Si à tout hasard t'aimes l'objet de grand-mère, là t'as pas le choix, tu vas chez l'antique Air. Le capilliculteur se doit d'être un expert. Ainsi, tous les experts sont interplanétaires. Si l'expert est bilingue, c'est le faudratif Air. Si à tout hasard, tu voulais changer d'air, là, c'est Copacabana. Ou bien c'est Buenos Aires. Coiffeur et opticien, voilà le Vision Air. Quand le coiffeur du village a appelé son salon C'est dans l'air, son voisin, le fromager, qui n'est pas la moitié d'un con, a tout de suite répliqué avec « Le compte est bon ». La voisine, l'opticienne, n'a rien trouvé de mieux que d'appeler sa boutique la Française des yeux,
qui est quand même plus malin que celle du bout de la rue, qui n'a rien trouvé de mieux que s'appeler au petit cul. La confiserie devient caserne d'Ali Bonbon. Le disquaire a nommé sa boutique Vinyle l'ourson. Le homard bleu devient le homard Sy. Le marchand de primeurs devient le To Be Tree. La sandwicherie, le Bagel Jackson. À côté de Chuck Morris, on a Jim Morrison. C'est à celui qui fera l'enseigne la plus débile. Au milieu du village, il y a le barbier de sa ville. Dans la rue, juste derrière, la suite de Chopin. Tout près, la Midorée et le Perlimpinpin. Est-ce dû à un sens du commerce, au goût de la provoque? Le poissonnier est devenu dealer de coq. Le caviste, one more time. La discothèque capote. La friterie a elle aussi changé sa devanture. Désormais, ça s'appelle Retour vers la friture. Le voisin a aussi changé le nom de sa boutique. Comme il s'appelle Yvan, ça devient Yvan des frites. Les chiens ont lieu aussi leur lieu de rendez-vous. Milou le fox terrier va chez Audrey Toutou. Azor, Rintintin vont plutôt chez Au Poil ou bien au Cabotin. Lassie reste fidèle au salon Toutounette, mais tous, sans exception, vont chez David Croquette. Les cafés du village s'y sont mis aussi. Le bistrot chez Henri est devenu une brasserie, la tête dans le cru. Simple, mais efficace. Il y a le nul bar ailleurs, à côté, sur la place. Le bistrot chez Ginette est devenu le Code Bar. À côté, la Cirrhose. Ou le Piccolo Bar. Le poissonnier a revendu sa poissonnerie. Maintenant, c'est un bistrot devenu boissonnerie. Le pharmacien a revendu sa pharmacie. C'est devenu un bistrot, appelé la pharmacie. Le bistrot de la CGT est resté en l'état. Ça s'appelle Au Boulot, et ça ne s'invente pas. Il n'y a plus de boutiques dans ma rue. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait des commerces partout. Aujourd'hui, il n'y en a plus un. Plus de boulanger, plus de charcutier, plus de boucher. Autrefois, il y avait 3 bouchers dans ma rue. Aujourd'hui, plus un. Il y avait Mimile, boucher de son étal depuis 3 générations. Ici, on fait l'andouille de père en fils depuis 1920. Oh. Il travaillait à l'ancienne, pour l'amour du lard. Il élevait ses cochons et fabriquait un pâté de tête qu'il nous livrait à domicile. Il disait toujours, pour faire un bon pâté de tête, il faut savoir séparer le bon groin et livrer. À l'autre bout de la rue, il y avait Maurice, le spécialiste de la viande exotique. Cuisseau de chevreuil, steak de kangourou, gigot d'antilope. Il se voulait le chantre de la modernité. Il y a quelques mois, la répression des fraudes lui a joué un tour de cochon. Ils sont arrivés chez lui dans une voiture banalisée. Ils l'ont assis sur la banquette arrière. Ils l'ont cuisiné aux petits oignons. Et il a tout avoué. Oh. Son pâté venait de je ne sais où. Ses tripes datées d'on ne sait quand. Son boudin contenait on ne sait quoi. Ils l'ont cuisiné un bon moment. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus de moment, il n'y a plus de boudin. Fermeture administrative. De vous à moi, je savais que tout ça était une escroquerie. Quand j'étais gamin, ils nous filaient une rondelle de saucisson de lion. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que ce n'était pas du saucisson de lion, c'était du porc. Et puis, il y avait Marie Lemery, la bouchère à l'ancienne. Origine et traçabilité garantie. Sur la vitrine, le nom de la boutique, la muraille des Chines. Et en bas, le dicton maison, la raison du pur porc est toujours la meilleure. Marie, c'était les restos du cœur avant l'heure. Quand les ouvriers n'avaient pas les moyens de payer leurs notes, elle leur disait « C'est pas grave, ma garçon, c'est pas parce qu'on n'a pas le rond qu'il faut flancher. » Elle était comme ça, Marie, elle travaillait à la dette du client. Un jour, après 40 ans de bons à loyaux services, elle a pris sa retraite. Elle a proposé à ses enfants de reprendre la boucherie.
Il y en a un qui était tenté, l'autre qui ne l'était pas. Celui qui était tenté n'a pas pu la reprendre, faute de patente. Celui qui n'était pas tenté n'y tenait pas. Résultat, la boucherie a fermé. Moi, j'aurais aimé que ce soit André qui reprenne la boucherie. Vous imaginez l'enseigne devant? Boucher à l'Emery. Non. Il n'y a plus de boucher dans ma rue. Il n'y a plus de boucher. Il n'y a plus de boulanger. Il n'y a plus de poissonnier. Les gens vont tous au supermarché. Ce qui fait que de Dunkerque à Perpignan, tu retrouves les mêmes produits par les multinationales agroalimentaires. Autrefois, chaque région avait des spécialités, des comportements, un langage. Dans le Nord, on ne disait pas « il pleut », à Dijon, « il drache ». On ne disait pas « un pantalon », à Dijon, « un marronne ». On ne disait pas une serpillière, à Dijon, un vassin. On ne disait pas une fête foraine, à Dijon, un ducasse. Mais chaque pays avait son vocabulaire, ses dictons, comme ce dicton breton. Il vaut mieux se fier à l'île Dieu qu'à l'île de Saint. Ou encore ce dicton du centre de la France. On ne peut pas être à la fois à Tours et à Melun. Le Nord avait aussi ses dictons, ses maximes, dans le genre de Mouktané, t'as du bras de bottine. Ou ce dicton connu de la région de Valenciennes. T'es perrin pour atteindre, t'as un quien de marchienne. Ou encore celui-ci, originaire d'Ornain, ne fais pas, veux-lui, ce que tu peux remettre à Denain. Ou ce dicton vinglois qu'on chantait dans les bars, à Vingle sans baril, on triomphe sans boire. Chaque pays avait son vocabulaire, ses mœurs, ses coutumes, ses comportements. Dans le Nord, tu vieillissais, tu perdais tes cheveux, tu achetais un chapeau. En Auvergne, tu vieillis, tu perds tes cheveux, tu revends ton peigne. On a chacun ses habitudes. Dans le Nord, tu te prends une prune, t'as qu'une idée, faire sauter la contravention. À Bastia, tu te prends une prune, t'as qu'une idée, faire sauter la gendarmerie. Dans le Nord, tu vas aller au restaurant, t'évites d'aller pendant le coup de feu, entre midi et demi, 1h30, et puis disons entre 20h et 21h. En Corse, tu t'en fous, le coup de feu, c'est après la fermeture. Dans le Nord, un assureur, c'est quelqu'un qui veut t'assurer. En Corse, un assureur, c'est quelqu'un qui peut t'assurer, qui va avoir des emmerdements si tu ne t'assures pas chez lui. Ce qui fait qu'on a chacun son vocabulaire, selon les régions. Tu rentres du boulot dans le Nord, t'es fatigué. En Corse, t'es abattu. On a chacun ses mœurs, ses spécialités locales, le jambon de Bayonne, la moutarde de Gijon, le nougat de Montélimar, mais aussi des spécialités beaucoup moins connues, hein, le pot de grès, le journal d'hier, la robe de tulle, les grottes de Gien, le sirop de cassis, les jeux de mots. On n'a plus de spécialités locales, il n'y a plus de lit de camp, plus de règles de Troyes, plus de sucre de canne, plus de pâté de foie. Chez les marchands d'Albi, il n'y a plus de culottes de peau. Pareil même à ce qu'on dit, il ne pleut plus à Sceaux. On se demande à quoi l'eau sert. À Aginta, plus d'agenda, plus de plumard à Limoux, plus d'auto à Bagnoles, plus de bannières de Bigorre. Dans mon bar, il n'y a plus de gnôle. Il n'y a plus que du vin de messe. À Foix, il n'y a plus de maladie de peau. À Pau, il n'y a plus de maladie de foie. Si tu habites Pau et si parfois tu as mal au foie, tu manques de peau. Plus de radin en Navarre, plus de béret de Nice. Et pire, à Annemasse, Seranne, ne vois-tu rien venir? Où sont passées les spécialités locales du Nord-Pas-de-Calais? Le sac de nœuds, le fer de lance, la fleur de marée, la pomme d'éther, le rouget de Lille, le palan de Montreuil, le week-end à Zuidcote, si cher à Belmondo, le bourg de Béthune, la Vénus de Malo, l'invité de Marc, la corne de bovin ou le bandage d'Hernie pour faire le tour des reins. Les pitres de Saint-Paul, le cerneau de la noix, les guérites de la sentinelle ou l'argument de poids. Seul perdu comme un gosse dans le Vieux-Lille, je traîne, j'ai plus la côte à l'os et je n'ai plus d'amis carême. Rien ne sera jamais plus comme avant. Le petit commerce meurt, l'artisanat fout le camp. Tout fout le camp.
Tout fout le camp, la vie fout le camp. Pendant des années, j'ai vécu tranquille, sans jamais me poser de questions. Maintenant, j'arrête pas, je me pose des questions matin, midi et soir. Y a-t-il une vie après la mort? Aurais-je droit au paradis éternel? Il n'y a que Jésus qui peut répondre à ma question. Malheureusement, il est mort. Bon, la religion, j'y croyais pas les masses. Hein. Jusqu'au jour où tout à fait par hasard, je me baladais à Lille dans les rues piétonnes. Je passe devant l'opticien et qui je vois? Un grand barbu, chevelu, le Fils de Dieu en personne. Sur le moment, ça m'a juste un peu étonné. J'avais lu que le Fils de Dieu était astigmate. Le voir à la sortie d'un magasin d'optique, ça m'a paru normal. Il vient vers moi, il me dit « Duquesnoy, tu n'es qu'un mécréant. Tu as vendu ton âme au diable. Dieu est venu sur terre pour acheter les hommes. Tu dois le louer. » Je tente de m'éloigner. Il me rattrape. Il me dit « Dieu t'éclaire. Tu dois suivre sa lumière. » Je me dis encore un attrape-bigot qui tente de me faire prendre le Messie pour une lanterne. Je m'éloigne à nouveau, il me rattrape et il me donne son tract. Paix, bonheur, amour en 48 heures chrono, l'âge d'or en 36 mensualités, rien au comptant, tout en 3 ans, vous trouvez moins cher ailleurs, Dieu vous rembourse la différence. Moi, la religion, il y avait longtemps que j'avais fait une croix dessus. Hein. En général, dans le doute, je m'abstenais, mais là, je sais pas pourquoi. J'ai adhéré à son stage, un stage d'initiation à la foi. Oh. Bon, le stage n'était pas donné, mais le Dieu n'en valait-il pas la chapelle? Les premiers jours, je n'ai pas regretté. Hein. On s'entendait tous comme larrons en foie. On avait l'impression d'avoir usé nos fonds de calotte sur les bancs des mêmes séminaires. Tout s'est gâché quand celui qui se faisait appeler le grand gourou est arrivé. Il s'est installé derrière l'autel, il a pris son grand couteau, il a tranché la gorge d'un coq, puis il est passé du coq à l'âme. Moi seul possède l'hostie au fluor qui évite la carie de l'âme. Ralliez-vous à ma calotte blanche. Levez la main droite, dites je parjure, et le bonheur sera pour vous. Au fil des heures, je me suis aperçu que ce Dieu invisible qui tirait les fidèles était un redoutable financier. La maison ne faisait pas credo. L'argent était remis lors de la messe, pendant la collecte, lors des prières. Un Dieu. Dieu un croix, croix et Dieu saint. La prière s'interrompait pour une première collecte. Tu donnais ce que tu voulais. Puis la prière reprenait. Un Dieu, Dieu un croix. Puis s'interrompait pour une deuxième collecte. Tu donnais ce que tu avais. Puis la prière reprenait. Un Dieu, Dieu un croix. Puis s'interrompait pour une troisième collecte. Tu donnais tout ce qui te restait. C'est ce qu'ils appelaient l'extrême ponction. J'ai vite compris pourquoi il se faisait appeler le grand gourou. Tout le pognon que tu lui donnais, il le mettait dans sa poche. Depuis, je suis devenu un agnostique convaincu, un partisan du régime sans ciel. Je n'ai plus foi aux cieux, je ne me laisse plus piquer par les mystiques. Ma seule prière est celle du poète, le poète Jacques Prévert, qui clamait haut et fort « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ». Et si en fin de vie, ça ne se passait pas comme on nous annonce, et si ça se passait différemment? Moi, je peux vous expliquer un petit truc. Ça vaut ce que ça vaut. À ma naissance, corps et esprit ne faisaient qu'un esprit saint dans un corps saint. Au fil du temps, l'esprit s'est affiné, le corps s'est empâté. Ça donnait ce que vous voyez, un esprit saint dans un corset. Quand mon esprit rêve de philosophie, d'élévation, mon bas-ventre rêve de parties de jambes en l'air, et mon estomac de cassoulet toulousain, de tourne-dos béarnaise ou de choucroute alsacienne. Lassé de vivre ensemble, mais chacun pour soi, chaque organe n'a qu'une envie, se tirer au plus vite et retrouver sa région d'origine. Et c'est ça ce qui va se passer le jour de la mort. Les organes quitteront l'enveloppe charnelle et retrouveront leur lieu de prédilection. Les bras s'enfileront dans la manche. Les reins partiront dans l'aine, l'aine dans le barin. Le menton optera pour l'enjou, les joues pour menton. La peau choisira foie, le foie choisira peau et l'estomac à jeun. Les artères rejoindront le centre-ville. Le cerveau choisira de s'installer près des tempes. Seuls les pores
resteront obligatoirement près des côtes. La gorge se dirigera vers Lourdes, en compagnie de 2 amis d'Arles qu'elle n'avait pas vus depuis belle luette. Les cils, les sourcils, la cornée, l'iris rejoindront le royaume des yeux. Car mes bien chers frères, je vous le dis, le royaume des yeux leur appartient. Les dents déserteront le palais. La bouche verra le départ de ses dents d'un mauvais œil. Elle craint, si elle perd ses dents, d'avoir un jour à s'en mordre les doigts. Les glandes sébacées s'installeront sur le plateau du Larzac. Elles élèveront un troupeau de boutons et vivront les plus belles acnées de leur vie. Le nez, les oreilles choisiront de partir vers Béziers. Après un ultime contact avec l'œil gauche, l'oreille droite réservera un petit pavillon où le nez les rejoindra. Le sexe, qui lui aussi a des envies de Béziers, aimerait bien les retrouver, mais le nez ne l'entend pas de cette oreille. Mais nous ne te connaissons ni des lèvres, ni des dents. Tu ne fais pas partie des nôtres. Tu n'es pas l'un des sens. Mais je suis l'un des sens même, expliqua le sexe. Pour le prouver, il se déshabilla. Le sexe eut beau testiculer dans tous les sens. Le sexe ne serait pas la dernière recrudescence. Seul le foie ne changera rien à ses habitudes. Il continuera à se faire de la bile, car, je vous le dis, se faire de la bile est un acte de foi. Voilà ce qui pourrait se passer. Bon, j'en sais rien en fait. C'est une question que je me pose. Vous pouvez penser autrement. Moi, j'arrête pas de me poser des questions. Du matin au soir, des questions qui ne servent à rien, dont la réponse n'a aucune importance, mais qui me prennent le cerveau. Albert Einstein disait... Pose la question, tu seras idiot 5 secondes, ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie. Ben moi, je peux vous en dire, des questions, je m'en pose. Il y a quelques semaines, j'allais à Paris voir une pièce avec Franck Leboeuf. Vous connaissez Franck Leboeuf, l'ancien joueur de foot, champion du monde 98, reconverti dans le théâtre. Bon, on va voir la pièce, on sort du théâtre, je rentre à la FNAC, et là, sur qui je tombe? Un livre d'un autre champion de natation, sexe, drogue et natation, par Amaury Levaux. Immédiatement, une question me traverse l'esprit. Franck Leboeuf est-il le père d'Amaury Levaux? Ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, et je me pose d'autres questions. Francis Cabrel, est-ce que c'est la fille du grand Jacques? Predator, c'est le fils de Michel? Tagliatelle, c'est la fille de Guillaume? Handicapé, c'est le frère ou le cousin de Hugues? On se pose des vraies questions. Quelques semaines plus tard, je vais à la Cinémathèque. Je vais voir le film Mars Attack, Tim Burton. Dans la salle à côté, il y avait un autre film, Marlon Brando, Les Révoltés du Bounty. Immédiatement, moi qui suis un grand amateur de confiserie, je me pose la question, est-ce que Mars Attack, c'est la suite des Révoltés du Bounty? J'en sais rien. Je regarde les autres affiches. Star Trek. Star Trek, est-il un intermittent du spectacle? Mystère. Jamel Debbouze, est-ce que c'est lui le créateur du One Man Show? Mais on ne peut pas. À chaque fois, je me pose des questions. Juste après la dissolution de l'Assemblée nationale, il y avait une campagne pour les législatives. Je me balade à Paris, il y avait tous les panneaux électoraux. Et au milieu de tout ça, il y avait quand même des publicitaires intelligents qui n'avaient rien trouvé de mieux que faire une campagne pour la pâtée pour chat. Ziggy, liberté, égalité, plus de pâté. Ou encore, travailler moins pour manger plus. Ou encore, le changement d'alimentation, c'est maintenant. Immédiatement, je me suis posé des questions. Est-ce que le chat d'Iran mange des croquettes halal? Dans la pâtée pour chat, y a-t-il des acides aminés? Je me pose d'autres questions sur d'autres animaux. L'élevage du lapin est-il compatible avec le développement durable? Dans la voiture d'un écureuil, est-ce qu'il y a une boîte à glands? Mystère. Je me suis dit, plutôt que de me prendre la tête toujours à chercher des questions qui ne servent à rien, je vais essayer de créer des questions intelligentes que je vais proposer au ministère de l'Éducation nationale. J'en ai fait plein. Et ils en ont choisi quelques-unes que je vais pouvoir présenter pour les prochains examens. Question de droit pénal. Un nomade dépossédé de sa roulotte est-il considéré comme un sans domicile mobile? Ou encore celle-ci.
Un huissier peut-il expulser un squatteur par une mise en demeure? Ou encore celle-ci, à l'issue de sa peine, un chauffeur peut-il être libéré pour bonne conduite? Non. On m'a dit, oui, les questions, c'est bien, mais maintenant, on a une autre forme d'interrogation, on fait des QCM. J'ai donc préparé des QCM, comme celui-ci, bac pro option lunetterie. Le métier d'opticien lunetier est régi par le Code de la santé publique. Après 2 ans d'exercice effectif, un opticien est considéré comme petit A, agent de maîtrise, petit B, pupille de la nation. Cochez la bonne réponse. Ou encore celle-ci, bac pro option coiffure. Un examen de coiffure se passe petit A en formation continue, petit B en formation permanente. Ou encore celle-ci, bac pro option mécanique. Si la foudre tombe sur une voiture électrique, petit A, elle ne produit aucun effet. Petit B, elle électrocute les passagers. Petit C, elle fait le plein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? On ne sait jamais. On m'a dit qu'il faut faire plus simple. Il y a maintenant des élèves, ils savent à peine lire et écrire. Alors j'ai essayé de faire des questions visuelles. Par exemple, une question mathématique pour un BEP de pâtisserie. Classez les pains au chocolat dans l'ordre décroissant. Non. Bon, je me suis dit, on peut faire pour d'autres CAP. CAP boucherie, un boucher achète des vaches à crédit, peut-il les payer par traite? Ou encore, un client commande de la viande halal par Internet, doit-il payer les frais de port? Ou encore celle-ci, au poker du boucher, mieux vaut-il avoir 2 paires de Francfort ou un carré d'agneau? Il n'y en a pas qui jouent au poker, tant pis. Mention complémentaire tueur aux abattoirs, un ouvrier des abattoirs peut-il être inculpé pour la mise en danger de la vie d'autrui? Après, j'ai cherché aussi des examens de niche auxquels personne n'avait pensé. Par exemple, centre de formation du jeu et du jouet. Peut-on payer son inscription à la ludothèque avec des billets de Monopoly? Ou encore, centre de formation des techniciens du spectacle. Quand une femme est enceinte, entend-elle mieux? Oui, il n'est pas sûr, celle-là. Concours d'entrée à l'École nationale des métiers funéraires. Un contrat d'embauche dans une boutique de pompes funèbres doit-il comporter une période d'essai? Avec des questions complémentaires. L'incinération est-elle compatible avec les anti-inflammatoires? Ou encore celle-ci. Concours d'entrée à l'école de police. Un policier se suicide avec son arme de service. Faut-il imposer sa veuve pour avantage en nature? On n'ira peut-être pas jusque-là quand même. J'ai aussi préparé une question à laquelle j'ai toujours pas de réponse pour le concours d'entrée à Sciences Po. Est-il mieux où il est que là où il était? Vous allez peut-être me prendre pour un gars difficile, pour un esprit retors ou pour un imbécile, mais il est au sujet de notre République quelque chose qui me tracasse, qu'il faut que je vous explique, rapport à Emmanuel. Ma seule question c'est, est-il mieux où il est que là où il était? Ça vous paraît bizarre, mais c'est une question sur laquelle je n'arrive pas à trouver de solution. Plus j'y pense, plus j'hésite. Est-il mieux où il est que là où il était? Parce que là où il est, il se défend, il se démène, il cherche à faire plaisir, que ça en fait de la peine. Avec tous ses ministres, il laboure le terrain, il serre des mains à Brive, il se prend une tarte à thym, il visite les banlieues, Sarcelles ou la Courneuve, des villes pour le tourisme on ne peut plus ennuyeuses. Il passe toutes ses journées à honorer des morts, et que je te commémore, et que je te recommémore. Aux 4 coins de la planète, il défend notre bout de gras, le matin chez les Turcs, le soir chez les Chinois, il met vraiment paquet. C'est quand même un boulot d'être là où il est. Comment peut-on regretter qu'il soit là où il est? D'ailleurs, on ne le regrette pas. Mais ce qui est mal foutu, c'est que là où il était, maintenant, il ne l'est plus. Tout le drame est dans ce truc-là, car là où il était, il avait un de ses rôles qu'il n'aura plus jamais. Il faut l'avoir connu sous le quinquennat de Flamby. C'était comme une lumière qui brillait dans la nuit. Il était le symbole d'un idyllique avenir, beau comme la République, était belle sous l'Empire. Mozart de la finance, c'était l'homme idéal pour libérer la France et sans fâcher personne. De manière fort à droite, il s'était présenté et de gauche et de droite. Et beaucoup dans le pays étaient persuadés que personne ferait mieux que lui.
On peut dire ce qu'on veut. Jamais il fera tant de bien en faisant quelque chose que quand il faisait rien. Dans son fief à Vercy, il bossait tranquillement, à milieu des frondeurs et des emmerdements. À chaque fois qu'une tuile se détachait du toit, les regards illicots se tournaient vers François. On avait le coupable, c'était lui le chat noir. François Hollande serait la victime expiatoire. Et pendant que François s'occupait des frondeurs, il tissait ses réseaux, recrutait ses marcheurs, qui squattaient les télés, répétant à l'envi que s'il y en avait qu'un pour nous sauver, c'est lui. On avait notre Messie, on avait notre Sauveur. Ça ne changeait rien à rien, mais ça réchauffait le cœur. Seulement maintenant, voilà. Allez dire quoi que ce soit, les tuiles qui nous arrivent, c'est lui qui les envoie. Et le plus rigolo, c'est qu'avec ce beau tour, on n'a même plus personne pour appeler au secours. Dans un jour de déveine, Macron fait une connerie, je ne vois pas crier « Ah, s'il y avait Flamby !» Je ne vois pas crier « Ah, s'il y avait Sarko !» Pour mémoire, on passerait pour des têtes de moineaux. D'autant qu'après les avoir brillamment élus, on les a dégagés à un gros coup de pied au cul. Bon, on peut peut-être réfléchir, si vraiment on raisonne, on pourrait peut-être crier « Ah, s'il n'y avait personne !» On ferait comme en Belgique, qui durant plus de 3 ans a fait tourner le pays sans son gouvernement. C'est à ce moment-là que les Belges ont découvert que ça ne tournait pas plus mal et que ça coûtait moins cher. Mais tout ça n'est qu'un raisonnement à court terme. Le Français a besoin d'un chef qui les gouverne. Si j'étais président, j'ai une petite idée qui donnerait aux Français des raisons d'espérer. Je prendrais un petit bureau, un mec choisi exprès avec une bonne trombine qui vous laisse espérer sans jamais avoir l'intention d'un jour se faire élire. Dans le genre Laurent Berger. Vous voyez ce que je veux dire? Ce mec-là, on ferait mousser. On répandrait le bruit que s'il n'y en avait qu'un pour nous sauver, c'est lui. Qu'il a une stature digne d'un chef d'État. On lui filerait le pouvoir et il n'en voudrait pas. Pour pas tout foutre en l'air comme on fait à chaque coup. Ce mec, il serait à espoir, à perpète, et c'est tout. Car Français aussitôt veut vouer aux gémonies celui qu'ils ont appelé pour sauver le pays. Un bonhomme politique pour rester populaire doit surtout ne rien dire, encore mieux ne rien faire, alors il dirait rien, il en fera encore moins, il attendrait peinard, tranquillement, dans son coin, les Français attendraient les prochaines élections, tous bien persuadés que le prochain coup, c'est le bon. À savoir si l'idée est plus ou moins ardue, il y a guère qu'Emmanuel qui a une idée là-dessus. Depuis qu'il a prononcé une dissolution, Emmanuel doit trouver une coalition susceptible de ne pas tomber avant même d'être installé et de trouver un ministrable dans une assemblée ingérable, trouver le gars compétent, fidèle, intelligent et avant tout docile. Un gars qui sache expliquer, qui sache réformer sans tout tricoter. Un profil identifiable, mais non présidentiable, et Macron compatible, pour tout changer tout en gardant le cap, le mouton à 5 pattes. La première difficulté, avant de le nommer, et de déterminer celui qui a gagné. Que ce soit siège ou envoi, la gauche, la droite s'écrie « c'est moi !» et le centre est bien convaincu de ne pas avoir vraiment perdu. Jean-Luc nous dit « j'ai gagné, je veux la queue du Mickey !» Personne ne la lui donne. Marine nous dit « vous savez, votre trophée, vous pouvez vous le garder. » Le camp du président ne présentera personne. En bref, personne n'a gagné le pompon de l'hôtel Matignon. Le constat est évident. Chacun veut le changement. Le changement sempiternel, le changement, mais lequel? De gauche, de droite ou du milieu? Chacun explique qu'il fera mieux. Mais c'est qu'une fois aux affaires, il lui faudra faire le contraire. On a cherché le génie, le sauveur, le messie pour redresser la France. Comme on ne l'a pas trouvé, on s'est donc contenté de prendre le moins mauvais. Qui attendra patiemment, durant 6 mois, 1 an, la motion des défiances pour changer tout en faisant comme avant? C'est ça, le vrai changement. C'est vrai que depuis quelque temps, une maladie bizarre touche le cheptel politique français. Un prion pathogène
en tout point similaire à celui qui, dans les années 90, avait fait des dégâts sur le cheptel bovin, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les responsables de l'agence Avache tentent de nous expliquer que la probabilité pour la maladie d'atteindre le monde politique est quasiment impossible, le mal a déjà frappé. Il suffit d'observer nos députés pour s'en convaincre. Depuis quelque temps, l'animal politique offre aux consommateurs citoyens des signes inquiétants de faiblesse. Il tremble dans les décisions, patine dans les débats, s'écroule à avoir franchi la ligne d'arrivée. Le diagnostic est imparable, macronite, spongiforme, aigu. Chose étonnante, le mal est totalement compréhensible. Rivé dans un précaré idéologique, privé de nourriture spirituelle, le troupeau rumine inlassablement les mêmes recettes. Résultat, une viande impropre à la consommation. Tout comme pour son équivalent animalier, la maladie bénéficie d'un temps d'incubation très long. Résultat, des bêtes malades continuent à être proposées à l'électeur sans qu'il soit possible de discerner un animal sain d'un animal contaminé. Les experts sont formels. La maladie n'atteint en aucun cas la qualité du muscle. Il suffit de voir nos députés pour s'apercevoir que seul le cerveau est atteint. Les symptômes sont toujours les mêmes. À l'approche du scrutin, le malade est atteint d'une fièvre infernale, communément appelée fièvre électorale. Il tremble, il n'a qu'une obsession, il veut garder la chambre. Puis viennent d'autres symptômes. Juste avant l'élection, l'animal est touché par des démangeaisons. Mais ces démangeaisons ne sont pas comme les nôtres. Au lieu de se gratter, il va gratter les autres. Il va gratter les purs, les durs, les militants, ceux qui croient moins et qui cherchent un placement. Il gratte à tour de rôle, avec le même discours, les cutéreux, les culs bénis, les culs tout court. Puis viennent les vertiges. Pour mieux rester debout, le malade est tenté de s'appuyer sur tout. D'une démarche gauche, parfois maladroite, il s'appuie sur la gauche, il revient sur la droite, puis se retient au centre. C'est ce qu'on appelle la phase de bérouillisation. La torpeur s'assiège, il veut absolument qu'on lui propose un siège, il délire. C'est ainsi que parfois on peut l'entendre dire « Je baisserai les impôts, je ferai des heureux ». Il entre dans l'état comateux. Que vous soyez normande, limousine, charolaise, ressaisissez-vous. Nous n'avons plus le droit de nous traire, sortons du troupeau, prenons le taureau par les cornes et multiplions les tours des tables. Allons par Mons et par Vaux, jeter nos propositions en pâture à tous les candidats en herbe. Réhabilitons le droit à la traite anticipée. Depuis des décennies, les élus nous envoient paître, l'heure est venue de renouveler le cheptel. Éliminons les animaux vieillissants. Et surtout, diversifions nos origines. Ça peut vous paraître un point de bétail, mais contrairement à ce que nous avons pu croire, l'appartenance à l'École nationale d'agriculture de la quasi-totalité du troupeau ne garantit aucune traçabilité de l'imagination. N'acceptons plus les alimentations douteuses, essentiellement composées de projets prémâchés, recyclés, même avec une nouvelle étiquette. Nous ne sommes plus dupes, c'est toujours la même farine. En clair, changeons de régime. Si nous persistons dans notre volonté d'élever des troupeaux entiers dans la seule perspective du concours présidentiel, il nous faudra craindre cette affirmation prémonitoire du général de Gaulle qui sonne aujourd'hui comme une prophétie. Les Français sont des veaux. J'ai une confidence à vous faire, tout ça je l'avais prévu. C'est vrai, j'ai un don de voyance. Enfin, un don de voyance, n'exagérons rien. Je ne lis pas dans la boule de cristal, le marc d'un café, non. Je lis dans les mots. Oui, déjà tout petit. Déjà tout petit, je me suis aperçu que dans Omelette, il y avait 2 œufs. Que dans Sécheresse, il n'y avait pas d'eau. Puis au fil du temps, après avoir appris à lire dans les mots, j'ai appris à lire dans les phrases, à créer ce qu'on appelle des anagrammes. Tout le monde voit ce que c'est qu'une anagramme. Une anagramme est un mot ou une phrase qui, en mélangeant les lettres de ce mot et de cette phrase, donne lieu à un autre mot ou à une autre phrase. C'est clair? Pas vraiment. Je m'explique. Me croirez-vous si je vous dis que dans la neige, il y a du génie, que le soigneur peut sans façon vous amener la guérison et rendre indolore à l'envie ce qui était endolori? Dès le cours préparatoire,
L'enfant a conscience de l'anagramme. Immédiatement, il voit que dès qu'il y a le chien, pas loin, il y a la niche. Chez l'adulte, c'est pareil. On se rend vite compte que dès qu'il y a police, il y a... C'est ça, les anagrammes. Vous avez par exemple un problème. Vous venez d'avoir un accident de bagnole. Bon, vous téléphonez à votre assureur qui vous dit immédiatement augmentation de la cotisation 25%. Vous dites ah bon, mais c'est pas possible. Mais si monsieur, c'était écrit directement dans le contrat. L'assurance automobile, il aura le bonus escamoté. C'était prévisible. Regardez la campagne, l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, qui nous fait une affiche, réunir la France, elle s'étonne de faire 2%. Les Français se sont vite aperçus que réunir était l'anagramme de ruiner. Alors immédiatement, elle a cherché un autre slogan. Elle avait proposé « Unis avec Hidalgo ». Unis avec Hidalgo, il ne faut pas rigoler. Unis avec Hidalgo, on divise la gauche. Alors que faire? Il faut essayer de se replonger dans la campagne électorale. Emmanuel Macron nous fait toute une campagne électorale sur une théorie qui lui est chère, la théorie du ruissellement. Tout le monde voit ce que c'est. Une théorie qui dit que plus les riches s'enrichissent, plus la richesse dégouline sur les pauvres, et les pauvres s'enrichissent à leur tour. Ça, vraiment, il faut y croire. Il faut y croire. Pour éviter tout ça, ils se sont regroupés autour de la NUPES. La NUPES, vous connaissez ? Oui, c'était l'anagramme de pneus. C'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps. Les pneus, ça se dégonfle et ça finit par crever. La théorie du ruissellement, on s'est vraiment posé la question. Parce qu'honnêtement, si vous regardez d'un peu plus près, la théorie du ruissellement, une thèse rudement illusoire. D'ailleurs, ça s'est vu assez vite. Quelques mois après sa nomination, les gilets jaunes étaient dans la rue. Emmanuel Macron était au plus bas. On s'attendait à une catastrophe. Et là, brutalement, un animal surni dans une chaise-eau ressort. Et cet animal, c'est la chauve-souris. Et qui dit chauve-souris dit souche à virus. La Covid s'abat sur la France. Emmanuel Macron va beaucoup mieux. Il propose une chose, le confinement généralisé, et ça fonctionne. Macron est enfin un génie. Seul problème, les déficits se creusent. Il y a un trou, notamment dans la sécurité sociale. C'était quand même prévisible. Là aussi, c'est noté. Sécurité sociale. Ici se case le trou. Immédiatement, on propose la réforme du régime des retraites. Bon, Philippe Martinez, qui n'est pas la moitié d'un con, a vite repéré l'astuce. Il voit tout de suite un régime spécial de retraite. Signer le départ au cimetière. Il déclare la mobilisation générale de tous les syndicats, la convergence des luttes. Oui, convergence des luttes, on comprend ce que ça veut dire. Les grèves éclatent du con. Elisabeth Borne intervient et demande le soutien à Emmanuel Macron. Le soutien à Macron, très honnêtement, elle n'obtient pas le soutien de Macron, elle obtient la motion de censure. La motion de censure, on la vote, on la vote pas, on la vote, on la vote pas. Finalement, on hésite. La motion de censure, oui, non. Oui, non, c'est la merde. Alors on cherche d'autres solutions. On nous propose la dissolution de l'Assemblée nationale, persuadé qu'il va y avoir une liste d'union de la droite et une désunion totale des listes de gauche. Oui, là, il ne faut pas non plus rêver, une liste d'union de la droite. L'idée d'une tordante illusion. Mais c'est toujours comme ça. Le macronisme, ça peut se résumer à peu près à une seule chose. Le macronisme, c'est réclame moins. C'est quand même une chose qui est sûre, mais ce n'est pas seulement vrai pour Emmanuel Macron, c'était vrai pour tous les quinquennats, les septennats précédents. Ça se termine toujours mal, ça se termine
dans les pleurs. Alors, ensemble, pleurons. Toutes les bonnes choses ont une fin. Sniff, sniff, sniff. Alors, pour les prochaines élections, autant vous le dire tout de suite, moi, ce qui me concerne, gauche-droite, archi dégoûté. Ah là 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 là. À chaque rentrée, on se pose la même question. Est-ce que le niveau scolaire des élèves a encore baissé? Ben, il y a des chances. Hein. Ils ont fait un petit test là sur une dictée, même niveau. En 87, un peu moins de 7% d'élèves faisaient plus de 25 fautes. Aujourd'hui, près de 28%. C'est compréhensible. L'école primaire est en échec, mais tout le monde s'en satisfait. En allant en vacances, j'ai même vu qu'ils faisaient des concours avec des banderoles, championnat d'échecs scolaires. Je ne sais pas qui va gagner. Toujours est-il que d'offrir des bandes dessinées aux élèves pendant les vacances, on ferait mieux de leur offrir un Becherel. Tout le monde voit ce que c'est un Becherel? Le Becherel est un livre de conjugaison qui permet de conjuguer environ 120 verbes de français et d'apprendre que, par exemple, les verbes en ER sont des verbes du premier groupe, qu'aller venir sont des verbes irréguliers, que chaudasse, codasse, poufias ne sont pas des imparfaits du subjonctif. Le Becherel ne peut pas être confondu avec le Cabrel. Le Cabrel qui est aussi un autre petit livre rouge, mais qui, lui, ne conjugue que le verbe aimer au présent, au passé, au futur. Je t'aime, je t'aimais et je t'aimerai. Ni avec le petit livre rouge de Mao, qui, lui, ne conjugue que le verbe obéir et à l'impératif. Plus personne aujourd'hui ne s'occupe de la conjugaison. Plus personne ne s'occupe de l'orthographe. L'orthographe, c'est quand même important. Moi, j'ai une voisine, elle devait envoyer un colis à ses enfants. Elle appelle le transporteur, elle lui donne le colis. Et comme il est relativement pressé, elle met un petit mot dessus, à livrer dans les temps, voilà ce qui est arrivé quand t'écris mal. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ben, y a des tas d'exemples. Vous baladez dans la rue, hein. Vous tombez devant un restaurant, et là, vous regardez le menu, ragoût de mouton. Vous dites, chouette, chouette, une recette de grand-mère. Vous entrez dans le restaurant, vous faites 50 mètres, il y a un restaurant chinois, il est écrit ragoût de mouton. Ben, vous vous barrez le plus rapidement possible. Bon, je peux vous donner d'autres exemples. Madame, vous venez de découvrir un nouvel amant. Il vient vous voir et dès le premier jour, il vous dit « Ah, quand je te vois, je suis ivre de bonheur. » Vous pouvez croire qu'il vous aime, qu'il vous adore, qu'il est content de vous voir, mais mal écrit, ça peut aussi vouloir dire que dès 4 heures du matin, il commence à... Ben oui, c'est toujours la même problématique. Bon, au bout de quelques jours, c'est normal, ça arrive, il rentre pas. Il rentre pas et il vous explique. Ben non, je pouvais pas t'appeler, j'avais plus de 4G. Ben ça voulait dire simplement peut-être qu'il était bloqué quelque part et qu'il n'y avait plus de contact téléphonique. Enfin, avec un G majuscule, parce qu'avec un G minuscule, ça peut signifier aussi qu'il était dans un bistrot et qu'il n'arrivait plus à trouver la porte de la sortie. L'orthographe. Non mais, c'est extrêmement... Non, c'est important. Là, vous avez 2 solutions où vous lui pardonnez tout. Votre devise, je suis pour la paix des ménages. Ou vous lui pardonnez rien, vous le virez à coup de pompe dans les fesses. Votre devise, je suis pour la paix des ménages. Mais oui, c'est toujours le même problème est là. Vous posez une question à votre fils, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Ah, au collège, maths et dessin. Si vous posez la même chose à votre mari, qui se trouve maître nageur à la piscine municipale, quand votre gamin au cours préparatoire vous dit « Oh, j'aime bien aller à l'école, j'aime bien ma maîtresse, j'aime bien la rentrée », ça n'a pas le même sens que si votre mari vous dit la même chose. Bon.
La vie de chacun vous regarde, hein, moi je... Un autre exemple, faire un petit jeûne avec un accent circonflexe n'a pas le même sens que faire un petit jeûne sans accent. Et ça se ressent. Quand votre copain vous dit à propos de votre frangine « Elle va bien ma frangine ?» et qu'il vous répond « Je suis sûr, ta sœur, elle va bien », ça n'a pas le même sens que sans accent circonflexe qu'avec « Je suis sûr, ta sœur, elle va bien », qui ne présage rien de bon pour les 9 mois à venir. Bon, un autre exemple, cette phrase n'a pas le même sens si elle est prononcée dans le 16e arrondissement, dans une famille bourgeoise, que si elle est prononcée, et sans virgule, par les Papous en Nouvelle-Guinée. Bon, un exemple électoral. Les électeurs sont convaincus par les idées d'Éric Zemmour, on pourrait croire qu'il y a adhésion. Vous rajoutez une virgule, les électeurs sont convaincus par les idées d'Éric Zemmour, ça n'a pas non plus tout à fait le même sens. Bon, un dernier exemple. Quand on vous dit « il fait un froid de canard », ça veut dire il fait froid. Ben, si on est plus précis et qu'on dit « il fait un froid de C.A.N.A.R.D. », ça veut dire il fait froid et en plus on se les pèle. Non, quand on ne sait pas, au lieu d'avoir des doutes, on fait des recherches. On cherche dans le dictionnaire. Vous ne savez pas un mot, prenez un dictionnaire français-anglais pour traduire, ou un dictionnaire des synonymes. Moi, par exemple, avant d'aller voter ou avant d'écouter un discours, j'ai toujours avec moi mon dictionnaire préféré, qui est le dictionnaire des hommes politiques. Ah, ça permet de... Vous connaissez tout sur tous les hommes. Hein. Moi, il suffit de regarder. A. A comme Aubry. Aubry Martine, femme politique volontaire qui n'a pas hésité à travailler 70 heures par semaine pour mener à bien son projet de réduction de temps de travail à 35 heures. C'est logique. La réduction du temps de travail est inéluctable. Ceux qui ont voyagé en Égypte me le confirmeront. Il suffit d'observer la forme d'une pyramide pour s'apercevoir que dès la plus haute antiquité, l'homme avait déjà tendance à en foutre de moins en moins. À la lettre B, B comme Bérou. Croisement hasardeux d'une grenouille de bénitier et d'une girouette. François Bayrou est un homme de compromis, quel que soit le sujet du débat, il n'est ni tout à fait pour, ni tout à fait contre, bien au contraire. En 2007, il a donné le jour au modem. À ce jour, on attend toujours les connexions. Borne. B comme Borne. Borne Elisabeth, première ministre d'Emmanuel Macron, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. Son ambition, la restauration de l'autorité, la lutte contre l'illettrisme. Ben, c'est bien. Désormais, les élèves sauront lire avant d'entrer à l'université. Ben, c'est pas mal. Mais l'université a beaucoup changé. Hein. Ah oui, quand j'étais môme, en 68, on refusait que les CRS entrent dans le campus universitaire. Aujourd'hui, c'est les parents qui les réclament dans les cours d'établissement primaire. J'ai rien contre, mais ça va faire du monde au CE2. C'est comme Chirac, homme de concession qui a fini par en avoir une à perpétuité. D comme De Villiers Philippe de son vrai nom, Philippe le Joli de Villiers de Saint-Aignan. Homme français très attaché à sa particule. De Villiers n'est pas contre l'avortement, il est pour la vie. De Villiers n'est pas contre les immigrés, il est pour les Français. De Villiers n'est pas contre Marine Le Pen, il est tout contre. Ouais, c'est le problème chez les nobles, hein. C'est souvent la particule qui dépasse la partie tête. Hein. Fort comme Olivier Faure, secrétaire général du Parti socialiste. En 2024, il rejoint le nouveau Front populaire avant de s'en détacher progressivement. C'est normal. Il s'est vite aperçu que quand on mélangeait du rouge et du vert, il avait toutes les chances de finir marron. Il nous a quand même dit que pour les prochaines municipales, il mettrait 50% de femmes sur les listes. Ça, il n'a pas le choix, on lui a imposé. Mais si le projet va jusqu'au bout, il pourrait mettre 50% de gens de gauche sur les listes socialistes. Peut-être. J'ai comme Griveaux Benjamin. Vous vous en souvenez de lui? Porte-parole du gouvernement, candidat à la mairie de Paris, poussé à la démission suite à la division d'une sextape en solitaire sur les réseaux sociaux.
Ben, ça prouve au moins une chose, contrairement à ce qu'on dit, dans le gouvernement Macron, il n'y a pas que des bras cassés, il y a aussi des poignets vigoureux. H. H comme Hulot. Journaliste et producteur de télévision connu du grand public pour son émission télévisée Ushuaïa. C'est fabuleux, hein. Sponsorisé par l'industrie pétrochimique, il part en hélico dans l'océan Arctique, descend sur la banquise, la caméra au point, va emmerder les ours, saluer les pingouins, puis revient à Paris, la gueule enfarinée, nous expliquer pourquoi on ne doit pas y aller. Hugo, c'est l'écolo qui ne manque pas de toupet, fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. J. Ah, c'est une vieille, ça. J comme Jeanne d'Arc. Dit la pucelle. Née en 412 à Domremy, s'est éteinte à Rouen le 30 mai 1431 à 17h30, soit 4h30 après sa mort. Je ne demandais pas tant de précision. Non, mais elle a été longtemps l'héroïne du Front National. Hein. C'est étonnant, hein, quand on sait que Jeanne d'Arc était noire. Enfin, surtout sur la fin. K comme Karl Marx, philosophe allemand, auteur du Capital. Associé au philosophe britannique Herbert Spencer, il crée une célèbre chaîne de magasins aujourd'hui en grande difficulté financière. Elle comme Le Maire, auteur de romans érotiques, économiste averti, capable d'expliquer dès le lendemain pourquoi ce qu'il avait prédit hier, c'est pas arrivé aujourd'hui. M comme Martinez, secrétaire général de la CGT de 2015 à 2023. Son programme est simple et clair, la semaine de 12 heures, l'accouchement à 7 mois, la retraite à 25 ans, un vrai programme social se résumant ainsi, catalogue des 3 Suisses, où t'aurais pas les prix. Macron Emmanuel. Président, suffisant mais pas nécessaire. Instigateur du pôle républicain, un concept savant qui recouvre tout ce qui est autour, alentour et tout autour, sans oublier le restant et ce qui précède. Ben, c'est une bonne définition, je trouve, de ce parti, moi. M comme Morano Nadine, députée européenne, spécialiste des phrases à l'emporte-pièce. C'est vrai, hein. Elle a une mauvaise image, moi, je trouve. Hein. C'est vrai, vous la voyez, elle dit rien, elle passe pour une conne. Ben oui, elle l'ouvre, elle confirme. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment fait-elle pour dire tant de conneries sur une seule journée? Ils ont trouvé la solution. Elle se lève de bonne heure. R comme Retailleau, ministre de l'Intérieur libéral conservateur, profondément humaniste, partisan d'une régularisation des sans-papiers sur simple demande. Il leur suffit pour cela de se présenter à la préfecture muni d'une carte d'identité française en cours de validité. Oui. Avec Retailleau, c'est pas une terre d'asile, c'est un pays de fous ici. R comme Rousseau Jean-Jacques, philosophe des Lumières. Rousseau Sandrine. Égérie des ampoules basse tension. R comme Roussel. Alors on dit quelquefois, il faut que les chansonniers se fatiguent. Non, là je vous donne une citation qui a été trouvée toute seule. Je n'ai eu qu'à prendre le journal. Roussel, secrétaire général du Parti communiste français, récompensé par le prix de l'humour politique pour avoir déclaré en 2022 « La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. » C'est magnifique, hein. On ne se fatigue plus avec des gars comme ça, il suffit de les écouter. Schiappa Marlène, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa a beaucoup milité pour qu'à travail égal, une femme puisse toucher le même salaire que son mari. Le patronat lui a donné raison, désormais les hommes seront aussi mal payés que leurs épouses. Qu'est-ce qu'on a comme horreur? Trump Donald, président des États-Unis, adepte de la politique gagnant-gagnant. Chez Donald Trump, pas de vainqueur, pas de vaincu, que des baisers. V comme Valls. Emmanuel Valls, ancien homme de gauche inscrit au centre-gauche afin de faire la politique de la droite. Oh oui, c'est plus une culotte qu'il a, c'est un yo-yo. Hein.
Un coup ici, un coup à Barcelone. Non seulement il vendrait père et mère, il pourrait te les livrer à domicile. Il applique à la lettre cette maxime d'Arthur Koestler, que vous connaissez peut-être, une pute qui change de trottoir ne change pas pour autant de métier. Ça vaut ce que ça vaut. Zemmour, écrivain, journaliste, homme politique. Son cerveau fonctionne comme un moteur de machine à laver, 2 programmes, un pour les blancs, un pour les couleurs. Depuis sa débâcle, il a entamé une longue traversée du désert. Ça va pas être facile pour lui, d'autant que le désert est essentiellement peuplé d'Arabes. Bref, vous le savez, les hommes politiques, c'est un peu comme les SMS. Ils n'ont pas tous la même couleur, mais ils ont tous le même goût. Il y en a un qui a le couteau, l'autre qui a la fourchette. Tout ce qu'ils veulent, c'est bouffer dans votre assiette. Alors une chose est sûre, on peut changer le capitaine, on peut changer le navire. La politique, c'est comme la marine, c'est toujours celui qui tient la barre qui mène la France en bateau. J'ai tenu à faire un petit exercice de style avec ce dictionnaire, qui est quand même un travail typiquement chansonnier. Qu'est-ce qu'un chansonnier, me direz-vous? Un chansonnier, c'est un auteur de chansons, de textes autour de thèmes d'actualité. Le chansonnier ne chante pas, il chansonne. Chansonner, un verbe du vieux français qui signifie railler. Il raille les mœurs de ses contemporains et plus spécialement de tous ces gens qui nous gouvernent. Comme vous avez pu le remarquer pendant la chanson, le chansonnier n'est pas un chanteur à voix. Ça tombe bien, Mike Brandt n'était pas chansonnier. J'aimerais rendre un hommage à tous ces chansonniers qui m'ont permis de faire ce métier pendant quand même un peu plus de 35 ans maintenant, c'est-à-dire Jacques Maillot, Maurice Sorgue, Anne-Marie Carrière, Bernard Mabille, Pierre Douglas, et d'autres que j'ai moins connus, mais beaucoup appréciés. J'aimerais, pour terminer ce spectacle, vous lire un texte qui a été écrit dans les années 50, et pourtant il est toujours d'actualité, par un chansonnier qui est un des créateurs de la boîte à sel du Grenier de Montmartre, qui s'appelait Robert Roca. Si tu sais réprimer les élans de ton âme, si tu peux composer avec la vérité, et dans ton jeune esprit éteindre toute flamme pour n'être jamais là, déçu ni dégoûté, si tu peux évoquer sans visible faiblesse, en n'y croyant jamais, l'idéal des grands mots, si dès qu'on a fini de te botter les fesses, tu veux bien, sur le champ, embrasser ton bourreau, si tu sais en parlant cacher ton ignorance, et sur n'importe quoi, faire des grands discours, si tu peux, dans un mouvement d'éloquence, flétrir la trahison pour trahir à ton tour, s'il t'est possible encore, sans trop chercher de place, d'avoir dès qu'il le faut une main sur le cœur, d'être grand comédien, virtuose en grimace, de mentir en donnant ta parole d'honneur, si les échecs dont tu es le seul responsable ne t'empêchent jamais d'avoir le verbe haut, si tu peux sans frémir, recevoir à ta table comme de vieux amis les plus tristes salauds, alors ne crains plus rien. Fais confiance au prophète, le plus bel avenir désormais t'est promis, les honneurs les plus grands couronneront ta tête, tu seras ministre, mon fils. Merci à vous.